Souvenez-vous, le 15 mars, il y avait eu un couac d'agenda. On s'était retrouvés un petit peu par accident à 4 autour de cette table. On avait passé un bon moment finalement. Alors je me suis dit qu'on allait organiser le couac cette fois-ci et on allait faire revenir les 4 mêmes chefs d'entreprise pour débattre de l'actualité économique du jour avec Sylvain Réby. Bonjour. Bonjour Nicolas. Président d'Orientis, l'été Kousmi, Christian Poyot. Bonjour. Bonjour Nicolas Dose. PDG de Micropole, de la commission mutation technologique impact sociétaux du MEDEF. Stéphane Van Nuffel, bienvenue. Bonjour Nicolas. Cofondateur de netinvestissement.fr et Laurent Vronsky. Bonjour. Bonjour à tous. Directeur général d'Ervor, secrétaire général de Croissance Plus, membre du comité stratégique des écoles Espérance banlieue. Messieurs, vous arrêtez de monter les salaires. C'est fini. Christine Lagarde a été très claire au Portugal. Ça suffit, là, vous allez me faire la boucle prix-salaire, je veux pas la voir. Débrouillez-vous, vous avez vos marges, tout ça. Comment vous accueillez un tel discours ? Alors déjà, très heureux de me retrouver avec mes 3 autres camarades de jeu. Oui, ça, c'est plaisir d'être entre chefs d'entreprise. Oui, voilà, donc, voilà, exactement. On ne va pas débattre de théorie. Non. Générale, D'ailleurs, je remarque une chose, c'est que sur l'inflation, c'est les gens de terrain qui ont eu raison dès le début. Et généralement, pas les experts à qui j'ai donné la parole. Étonnant. Pourquoi étonnant ? Sur ce sujet de Christine Lagarde, Vous vivez avec. Ou dedans. Ou dedans. Sur ce sujet de Christine Lagarde, ce que je trouve étonnant quand vous regardez, c'est qu'il y a une page où elle vous dit OK, les entreprises, débrouillez-vous, baissez vos marges. En clair, c'est ça. Vous devez prendre. Non, mais c'est écrit, c'est dans sa déclaration. Quoi. Et puis la page suivante, les entreprises, vous devez investir. Il y a le défi climatique, il y a résister face aux plaques chinoises, américaines, etc. Donc, il va falloir qu'on m'explique, quoi, si j'ose dire. Hein. Je vais avoir un propos un tout petit peu critique concernant Christine Lagarde, qui est quelqu'un de très respectable. Moi, je l'avais rencontré plusieurs fois quand j'étais président de Croissance Plus. On avait été dans son bureau à Bercy, et je lui avais dit, écoutez, un des principaux problèmes qu'ont les entreprises, c'est le BFR. Les besoins en fonds de roulement. Et elle s'était tournée vers son conseiller en disant, c'est quoi un BFR ? Ah, c'est gênant. Voilà. Donc, si vous voulez, encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour elle et l'institution européenne, mais aller donner des injonctions de ce type aux entreprises, alors qu'aujourd'hui, les marges sont quand même globalement sous tension et on voit que l'activité économique, on va dire, est complexe, me semble pour le moins surprenant. Allez, on va rester sur ce terme-là. Qu'est-ce que ça vous inspire, les collégionnaires, là, Laurent Vronsky ? Moi, je vais proposer à Madame Lagarde de venir faire tous les entretiens annuels en début d'année, dans un contexte où on a du mal à trouver du personnel, et avec des gens qui disent écoutez, moi maintenant ça me coûte 100 € de plus de se rendre tous les matins au bureau parce que l'énergie a augmenté, ça coûte plus cher ci, ça coûte plus cher ça. Elle est dans son rôle, Madame Lagarde, mais la critique est facile, l'arrêt difficile. Nous aujourd'hui, je crois que collectivement, on est dans des secteurs tout à fait différents, on a du mal à trouver du personnel, et donc je vois pas comment on peut aujourd'hui faire passer des hausses de salaire à minima, c'est juste impossible. Et nous l'avions d'ailleurs très bien détecté dans cette émission quand il y avait les grands débats théoriques, est-ce que l'inflation est là pour rester ou non, etc. Le problème, c'est que quand vous avez des gens qui ont des problèmes pour finir les fins de mois, je veux dire, vous êtes obligé de le faire. Oui. Et moi, je me vois mal dire à mes collaborateurs, écoutez, Madame Lagarde m'a dit, pas d'augmentation pour vous, donc si vous avez un petit sujet, vous lui écrivez personnellement. Oui. Vous en êtes tous, Sylvain Réby, d'histoire des salaires chez vous ? Parce que vous avez combien de salariés déjà ? On a 450 salariés. 450 salariés, oui. Non, mais enfin, on a les mêmes problèmes que tout le monde. C'est-à-dire, d'abord, on a du mal à trouver du personnel dans beaucoup de domaines. Et puis, on a une pression très forte des salariés pour avoir des augmentations, parce que la vie coûte de plus en plus cher. On voit bien, quand vous allez au supermarché... il va y avoir des baisses de prix, là. Oui, il va y avoir des baisses de prix. Enfin, pour le moment, il y a eu des hausses très importantes. C'est pour ça que le recours à la prime Macron est intéressant, parce que on peut permettre aux salariés de passer l'année 2023 en espérant que 2024 va dégonfler, les prix vont dégonfler, et qu'on n'aura pas créé cette boucle prix-salaire. Moi, je pense que l'augmentation des salaires sera une grave erreur. Vous la craignez, la boucle prix-salaire ? Je la crains. Pour le moment, je la craignais pas, parce qu'on a réussi à faire 100. Elle n'est pas avérée. Hein, non, elle n'est pas avérée. Mais effectivement, si on commence à augmenter les salaires maintenant, on va tomber dans cette boucle au moment où, à mon avis, encore une fois, l'inflation va refluer. Moi, j'ai un peu... Madame Lagarde, elle a un rôle très ingrat. C'est pas faux. Oui, c'est pas faux. Très ingrat. Personne n'aimerait être à sa place aujourd'hui. Non, mais enfin, elle l'a voulu, entre guillemets, on l'a mise là parce qu'elle a une aura personnelle importante, parce qu'elle personnifie la Banque Centrale Européenne, mais il faut bien se rendre compte, c'est pas elle qui décide toute seule. C'est vrai, on en parlait récemment. Tous les gouverneurs sont autour de la table, ils prennent la décision, puis c'est elle qui endosse. Alors c'est compliqué. Et malheureusement, je pense qu'elle a un risque d'image, un risque de réputation à terme qui va être lourd. Ça ne se jugera pas dans 3 mois, mais dans 1, 2, 5 ans,
on jugera la politique de la BCE aujourd'hui en disant la politique de Christine Lagarde. Et je pense qu'ils ont commis des erreurs lourdes. D'abord, en tardant trop à se rendre compte qu'il y avait de l'inflation. Et donc, en tardant trop à remonter les taux. Ils ont tous fait les mea culpa d'ailleurs. En poussant trop fort, ce qu'ils font actuellement, qui va tuer une partie des secteurs économiques, ils font une double erreur. Et cette double erreur, elle sera répercutée, elle sera racontée dans les livres d'économie. Et elle sera imputée à Christine Lagarde. C'est son rôle en même temps. Elle est là, elle a un rôle politique, elle a un rôle de communication pour la banque. Ouais. Mais je pense que sa réputation va en souffrir dans les années qui viennent et qu'on en parlera pas aussi bien qu'elle l'espère. C'est vrai que le mot erreur historique commence à apparaître dans des chroniques ci et là de gens qui observent l'histoire et qui, à côté de ça, sortir de la politique monétaire de malade mental qu'on a vécu pendant pratiquement 10 ans, c'est juste mission impossible. Vous voulez rajouter quelque chose ? Impossible, c'était surtout une mission, pas le choix. Là, pas le choix d'avoir fait ce qu'on a fait. Là, il fallait de toute façon sortir. Moi, après, je suis d'accord dans mon secteur à moi, ce qui a été observé, les énormes freins que l'immobilier, la finance, l'obligataire a pris, c'est que ça a traîné. Et en fait, ils ont envoyé un espèce de spread shooter d'un coup. C'est-à-dire, ils ont monté les taux avec des écarts beaucoup trop forts. 400 points de base en moins d'un an. Et encore, l'Europe n'est pas habituée à ça. Paul Volcker avait fait ça au fin des années 70 pour très clairement casser la surcroissance américaine. C'est des méthodes qui datent d'il y a 40 ans. Enfin, un truc qui est complètement aberrant dans le monde actuel. Donc, mais on n'a pas trop le choix parce qu'ils s'interrogent toujours sur les vieilles mécaniques. On parlait de débat d'experts économiques et en fait finalement on est encore sur des vieilles méthodes à l'époque où le monde était peut-être un peu plus industriel et on réapplique comme ça des espèces de shoots qui sont trop forts et qui peuvent freiner. Pour autant on voit les inquiétudes restent les mêmes. Maintenant je partage ce que disait Sylvain sur les primes. La prime inflation qui est mais vous avez des salariés qui vont finir par vous dire arrêtez d'utiliser les primes pour éviter d'augmenter les salaires. Ça va finir par monter ce sujet. Nicolas, ce que je veux dire, c'est que ça ne fiche pas pour autant, et c'est assez intelligent. Je suis d'accord, on ne va pas faire que ça. Mais évidemment, ce que dit Laurent est très juste. Il faut quand même répondre aux besoins de pouvoir d'achat de nos salariés. Et en face, attention aussi, en particulier en France, parce que quelque part, on va augmenter pour pouvoir avoir un pouvoir d'achat et payer ses factures. Mais regardez toujours, c'est mon cheval de bataille, le taux d'épargne des Français. Il continue toujours à se maintenir. Donc si on fait des augmentations parce qu'il y a plus d'inflation, on ne rentrera pas forcément dans prix, salaire. Parce qu'en fait, plus les prix montent, plus il faut faire monter les salaires et plus les salaires font monter les prix. Pour résumer, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est pour ça qu'on a arrêté l'indexation en 83. On a une petite spécificité en France entre 14 et 17%, c'est qu'à chaque fois, ça ruisselle très légèrement dans les épargnes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc à la limite, quelque part, observons quand même ce qui se passe, observons comment réagissent les acteurs économiques que sont les Français, sans avoir toujours des décisions macroéconomiques qui datent pour moi de 40 ans. C'est mon point de vue. Laurent, vous pensez qu'il... Ouais, moi je voudrais rajouter un élément à ce que tu viens de dire. Alors c'est pas sur les salaires, mais moi je vois qu'au niveau des prix industriels, de composants industriels, on est face à des hausses à 2 chiffres et les fournisseurs sont intraitables. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune marge de négociation. Donc on se prend des 12, des 13, des 14, des 15%, et c'est à prendre ou à laisser. Donc il est évident qu'on ne peut pas absorber ça dans nos marges. En plus, à un moment où on est confronté à des investissements monumentaux, donc forcément on essaie de répercuter du mieux que nous pouvons, et ça aussi, ça alimente l'inflation. Et là, c'est pas des coûts d'énergie, c'est vraiment des coûts d'approvisionnement, alors qu'il n'y a plus de pénurie. Globalement, on a réussi à retraduire les augmentations. Alors nous, notre secteur, c'est que le salaire, globalement, mais ça a été réussi. Enfin, on a réussi à le retraduire à nos clients, globalement. C'est jamais très simple, bien évidemment, mais ça s'est plutôt bien passé par rapport à ça. Là, ça se calme. Par contre, la pression sur les salaires est quand même moins forte qu'elle l'était. Encore une fois, là, on échange sur nos différents secteurs, mais la pression sur les salaires est un petit peu moins forte qu'elle était il y a un an, grosso modo. Donc, comment ça va se traduire, par contre, dans les années et semaines à venir, ça reste tout à fait l'interrogation. Et la marge de manœuvre sur les marges, par contre, elle s'est pas améliorée parce que on a retraduit nos coûts internes, qu'ils soient externes ou de salaire vis-à-vis de nos clients, mais les marges globales des entreprises, et encore je parle pas trop de notre secteur, mais restent assez moyennes, et surtout les marges des entreprises françaises versus les entreprises européennes, allemandes, etc. quoi. Vous avez tous fait de la prime de partage de la valeur ou pas ? Tout le monde chez vous, là ? Non, moi, non. Pas fait, non. Sylvain, sûrement. Oui. Et Laurent ? Nous, on a fait de la prime, on a fait du variable, mais je veux dire que dans l'esprit des gens, je veux dire que, alors que c'est de l'euro, c'est de l'argent, mais dans l'esprit des gens, je veux dire, une augmentation de salaire, ça vaut pas pareil. Ils ont un côté, ça ne vaut pas pareil, d'ailleurs. Un salaire, c'est soumis à cotisation et ça ouvre des droits sociaux, notamment des droits à la retraite, ce qui n'est pas le cas d'une prime de partage de la valeur. Vous avez parfaitement raison, c'est pour ça que justement, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'on ne peut pas substituer de manière théorique et mécanique, dire, écoutez, je vais vous
donner 500 € sous forme de prime, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Non, mais c'est pas pareil. Dans l'esprit des gens, c'est pas pareil. Et ça se C'est vend pas que dans pareil. l'esprit des gens. Voilà. Donc, Mais C'est d'ailleurs pour ça que l'article 1 de l'ANI sur le partage de la valeur indique bien que c'est quand même la référence essentielle de la rémunération, ça reste le salaire. Parce qu'il y a cette crainte d'effet de substitution, de préférer la C'est prime ça, à du salaire. absolument. Pour revenir sur ce que Sylvain, disait Laurent à propos des prix des composants industriels, des matières premières qui ont beaucoup augmenté et qui ne baissent pas aujourd'hui. Il faut comprendre qu'il y a une forte inertie dans les mouvements des prix, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Ouais, absolument. C'est une entreprise qui vend des produits à Laurent. Elle a acheté ses produits, elle s'est engagée pour 6 mois au même prix auprès de ses propres fournisseurs. Elle a acheté de l'énergie, les contrats d'électricité, c'est 1 an ou 2 ans. Donc elle a payé cher en octobre dernier, comme moi, des contrats d'énergie. Et donc elle supporte ses coûts et elle est obligée de les répercuter. Pour que ça change, il faut attendre que les matières premières baissent, certes, ce qu'elles ont déjà fait, elles sont au plus bas aujourd'hui, mais il faut attendre que les contrats se renouvellent, c'est-à-dire que moi je puisse racheter mon électricité moins cher, que moi je puisse acheter mon thé moins cher, que l'autre puisse acheter son blé moins cher. Et ça prend des mois, c'est des contrats à terme, il faut comprendre ça. Et quand Bruno Le Maire demande aux entreprises de baisser leur prix, très bien, elles vont le faire, mais elles se sont engagées et elles ont fait en sorte d'avoir de la matière première pour fabriquer leurs produits, mais à un prix cher. Et il faut 3 mois, 6 mois, 9 mois, parfois des couvertures à 1 an, avant que les nouveaux prix s'appliquent. Donc il faut donner du temps. Ouais, et c'est pour ça que je pense que la BCE se trompe, encore une fois, parce que ce mécanisme est en marche. Et que ce qui s'est produit, c'est que les gens sont ras la gueule, si j'ose dire, de contrats chers, parce qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur que l'Ukraine soit encore plus en guerre, si j'ose dire, qu'aujourd'hui. Et ils se sont couverts long. Ils se sont couverts à 6 mois, 9 mois, 1 an. Eh bien, il faut attendre que tout ça passe pour que... Et les stocks. Voilà, et Oui. évidemment, Oui. que ces stocks soient écoulés pour qu'on puisse avoir de nouveaux prix. Et ça prend un peu de temps. C'est important d'expliquer ce phénomène d'inertie dans les cycles qui sont assez peu... L'industriel n'achète pas sont mal compris sa matière première pour le lendemain. Il l'achète pour dans 6 mois ou pour dans 1 an, à un prix garanti. Et il doit respecter le prix qu'il a payé. Est-ce que... Parce que le problème, c'est que l'opinion a toujours le sentiment que les hausses, c'est l'ascenseur et que les baisses, c'est l'escalier. Non, c'est Non, mais aussi rapide Michel-Édouard d'un côté Leclerc, ou de l'autre. Michel-Édouard Leclerc l'a bien Stéphane expliqué sur le plateau, je crois, de BFM TV. BFM TV l'autre jour. Il expliquait juste ça dans l'agroalimentaire et la grande distribution. À partir du moment où Bruno Le Maire dit pour juillet, il faut que le panier moyen de la ménagère baisse, lui, il a expliqué non, on va être très honnête, ce sera octobre. Bien sûr. Parce que si en mai, en juin, on décide, la chaîne fondamentale qui va du producteur, le transport, le stock, etc., ne peut pas permettre comme ça en 1 mois, y compris au groupe Leclerc, qui est un grand groupe et qui est quand même assez engagé sur la bataille des prix, d'arriver à avoir un résultat qui sera ressenti sur l'ensemble du panier de la ménagère moyen, qui nous parle pour le coup tous. Ouais, Peut-être beaucoup plus que sur l'industrie de valeur ajoutée, où on est peut-être moins au courant. Mais c'est là où les politiques Poyot. devraient chercher. Enfin, eux aussi, ils ont un rôle ingrat. Il ne faut pas se leurrer. En plus, ils sont élus, etc., etc. Et donc, puis la pression de l'opinion publique est forte sur ce sujet-là. Et les médias. Mais je trouve qu'ils devraient un peu plus, et je dis ça avec beaucoup de respect, prendre en compte ce côté pédagogique, d'essayer d'expliquer ça. Parce que sinon, effectivement, l'opinion publique, comme ça vient d'être dit, c'est OK, on décrète que le vendredi c'est un prix et le lundi on change. Voilà, donc on cherche à le faire autour de cette antenne, mais je pense que c'est pas assez fait, cette pédagogie globale de qu'est-ce que c'est un circuit économique, comment ça fonctionne, à quoi correspondent les marges des entreprises, qui en France sont tout le temps fantasmées en disant les entreprises gagnent trop d'argent, ceci, cela. Voilà. Donc je trouve que Bruno Le Maire, qui est le ministre quand même en charge de tout ce sujet, devrait être un peu plus pédagogue ou mettre une touche de pédagogie dans ses propos là-dessus. D'ailleurs, il y a eu le rapport récent de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires qui indique que c'est totalement fantasmé d'imaginer qu'il y a eu hausse abusive des prix dans l'agroalimentaire. Au contraire, dit ce rapport, industriels et distributeurs n'ont absolument pas répercuté sur le consommateur l'intégralité de l'inflation qu'eux-mêmes ont subie. En prenant des exemples comme le prix du bœuf, l'animal a fait plus 33%, le prix en rayon a fait plus 11%. Et ce rapport, qui donc vient d'un observatoire,
Bompard, dépendant direct du ministère de l'Agriculture, affirme que si l'intégralité de l'inflation avait été répercutée aux consommateurs, on aurait fait du x3, ce qui n'a pas été le cas. Attention, entre la matière première et le produit final, il y a beaucoup d'autres choses. Ouais, ouais, Quand le bœuf prend 33%, votre bœuf, quand vous l'achetez chez votre boucher, il a subi du transport, il a subi du travail humain. Le travail humain n'a pas pris 33%, le salaire n'a pas pris 33% pendant ce temps-là. Donc c'est normal qu'entre 33% le prix du bœuf qui augmente et 11% le prix du bœuf chez le boucher, c'est à peu près logique. Oui. Les milliards de la transition verte. Alors on peut baisser les dépenses publiques. On peut monter les idées fiscales fleurissent beaucoup, vous avez remarqué depuis une quinzaine de jours. Il y en a des quantités. Bon, c'est les gens qui n'ont pas d'idées, ça. Jean Pisani-Ferry refuse qu'on parle d'ISF vert. Il dit que le terme ISF vert est complètement inadapté par rapport à sa proposition. Je dis ça en passant. On peut donner une garantie de l'État au capital que les épargnants décident de mettre en risque. C'est l'idée de Rexecode, Stéphane Van Nuffel. Elle existe déjà. Ben non, sur le livret A. Mais enfin, non, mais là, ils disent qu'avec ça, on va drainer 3 000 milliards d'euros. Hein. Oui, ben voilà. Donc, une fois de plus... Ce serait révolutionnaire. C'est bien réfléchi, c'est très bien réfléchi. Ce serait révolutionnaire, évidemment. Le risque, parce que c'est les vieux qui ont le pognon, et donc ils aiment pas le risque. Alors si on veut qu'ils prennent du risque, l'État leur garantit le capital. Hein. Mais donc ils prennent pas de risque, quoi. Donc ils prennent pas de risque, oui. et donc ils vont accepter d'aller vers des nouveaux fonds qui vont être créés. Alors j'ai pas le mode d'emploi, destinés à ne pas aller simplement dans du fonds en euros ou alors du financement de logement social au travers du livret A. Et là ils disent on a 3 000 milliards d'euros potentiellement disponibles. Non mais le livret de développement durable, avant qu'il ne soit solidaire, il était normalement tourné. C'est l'ancien Codévi. Oui, le Codévi c'était l'industrie, puis on a pris le virage il y a maintenant 20 ans, qui s'appelle LDD. Bon, il était plafonné à 12 000 euros, donc ça c'était très bien, ouvert à tous les Français, etc. Il n'avait pas le même. C'est pas un conventionné comme le livret A, donc la garantie n'est pas une garantie directe de l'État. Le LDD c'est la banque. Vous savez que vous avez sur vos comptes bancaires, y compris les livrets bancaires, vous avez une garantie de la banque jusqu'à un certain montant en cas de faillite. Le livret A étant le seul livret en France réglementé qui est garanti lui-même par l'État. Donc déjà, il faudrait bien définir quelle est la garantie. Le fonds euro, il y a des fonds euros qui vont être des fonds euro transition écologique. J'ai jamais très bien compris la garantie du fonds euro d'ailleurs. Elle est réelle, totale, implicite. Nicolas, je peux vous donner une garantie sur un fonds euro net investissement. Il tiendra à la hauteur de la solidité financière et des fonds propres de net investissement. Donc la garantie, elle n'engage que celui qui la donne. Ce qui est déjà, colossal. D'abord, elle est morale, la garantie sur net investissement. Les garanties morales, c'est cool ça. Non, mais pour revenir sur ce que je disais, c'est oui, évidemment, c'est une très bonne idée. Voilà, c'est une très bonne idée. Maintenant, là où je partage pas votre introduction, pardonnez-moi, l'argent, il n'est pas chez les vieux, il n'est pas chez les particuliers. De toute façon, la transition écologique et la transition climatique, elle se fera avec les institutionnels. L'argent, il est au-dessus. L'argent, il est chez les fonds. L'argent est dans les grandes banques. L'argent des fonds vient d'où ? Des investisseurs institutionnels, mais vous avez vu l'épargne financière liquide qu'il y a en France. Mais l'argent vient des mutuelles, donc des cotisations. L'argent vient des assurances, donc des cotisations. L'argent vient, dans certains pays qui ont compris, des fonds de pension retraite. Et là, vous financez. L'argent vient d'un financement pragmatique. Moi, j'ai peur, je vais finir là-dessus, j'ai peur que si on commence à orienter une garantie de l'État, et ce serait mon réflexe initial, j'ai fait beaucoup d'immobilier qui avait été sponsorisé, je vais dire ça comme ça, loi Pinel, etc., par l'État, évidemment, ça marche. Sauf que derrière va s'engouffrer là-dedans toute une partie de l'industrie qui ne va être qu'une industrie d'opportunité et qui ne réglera pas le problème. Vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui ? Et avant tout, juste en une seconde, le problème n'est pas un problème français. On réglera c'est pour ça que je parlais des c'est un problème global. C'est pour ça que la réunion qu'a fait Macron la semaine dernière ou cette semaine avec Lula, avec tous le FMI, la Banque mondiale, etc., c'est de là que ça doit partir et c'est de là que viendront les idées. Certainement, c'est pas au niveau français qu'on résout. On marque une pause, mais l'idée de Rexecode, pour la faire très courte, alors c'est peut-être un peu simpliste tout ça, mais si on veut pas utiliser la dette, pas utiliser l'impôt, il faut utiliser autre chose. Voilà. On a des idées. Et donc, on a une particularité en France, c'est d'avoir quand même pas mal d'épargne financière liquide, ce qui est d'ailleurs un élément qui rassure les marchés et qui explique qu'on place aussi bien nos titres de dette publique lorsqu'on fait les adjudications un jeudi sur deux. Une garantie, un rendement, une liquidité, vous allez m'expliquer comment ils vont faire. Bon, écoutez, heureusement, alors, dans les solutions pour financer la transition verte, j'en ai cité 3 comme ça. Après, il y a travailler plus. Comme c'est historique, et ce qui est de manière ou alors on laisse historique, on a on laisse le marché. on va marquer une pause. On laisse une proposition. Bon, allez, vous gardez vos propositions, c'est la pub et on revient dans un instant.